This episode is brought to you by Michelob Ultra. Every time you kick back with Michelob Ultra, you score big. So why not reward yourself with a nice cold Ultra? As the official beer sponsor of the NBA, enjoy Michelob Ultra at your local Buffalo Wild Wings while rooting for your favorite team during the NBA playoffs. Or pick up Michelob Ultra at your local 7-Eleven store today. Enjoy responsibly. Copyright 2024 Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. This episode is brought to you by Purina and their certified therapy dogs like Hanley. Say hi, Hanley! Hanley is one of 30 therapy dogs Purina has helped get certified to support kids struggling with their mental health. Purina employees are volunteering their time and family pets like Hanley to help make pet therapy more accessible to patients, students, and kids like me. Learn more about Purina's pet therapy program at purina.com/mentalhealth. Une fois le moteur coupé, la voiture roule encore quelques mètres avant de s'arrêter sur le bas-côté, sans un bruit. Il règne au bord de la route une atmosphère d'humidité glacée. Un épais brouillard cache les sapins alentours, et l'on n'aperçoit que partiellement les collines environnantes. Il est 8 heures. On dirait qu'aujourd'hui, le soleil ne se lèvera pas sur le massif des volcans d'Auvergne. Ce matin de décembre 1973, il n'y a aucune raison pour qu'une voiture s'arrête dans cet endroit sans vie. Et pourtant, l'homme qui sort de la voiture porte un jean bleu et une veste de cuir sombre. Ses lunettes sont embuées et ses chaussures ne sont absolument pas faites pour le sentier de randonnée sur lequel il s'engage pourtant. À mesure qu'il s'éloigne de la voiture, le givre remonte progressivement sur les vitres. Et l'homme s'enfonce dans la brume. Plus tard, Claude Vorillon, c'est son nom, répétera qu'il ne peut expliquer pourquoi il a stoppé sa voiture près du parc des volcans, ni pourquoi il a marché dans le brouillard jusqu'au sommet de l'un d'entre eux. Dans le froid silencieux, quelque chose d'irrésistible mettait en mouvement les muscles de son corps. Mais bien plus important encore que ce qu'il a senti, il y a ce que ce natif de la région prétend avoir vu et entendu ce matin-là. Quand il émerge du brouillard, Claude Vorillon n'a plus que quelques pas à faire jusqu'au bord du cratère où il s'arrête. Là, à 4 pas du vide, il perçoit quelque chose, un son aigu, lointain, presque inaudible. Cela semble venir d'au-dessus de... À peine a-t-il le temps de lever la tête qu'une lumière aveuglante lui transperce les yeux. Et quand elle se dissipe, il se trouve en face d'un objet rond, large d'environ 5 mètres, haut de 2, fait d'un métal argenté dont il ne saura jamais dire la provenance. Sidéré, pétrifié par la stupeur, Claude Vorillon voit un escalier se détacher du dessous de l'objet pour venir toucher le sol. Après de longues secondes, il distingue 2 jambes, de couleur verte. Et c'est finalement tout le corps vert d'un être de petite taille, à la forme humaine, qui descend les marches pour se diriger vers lui. Dans un français parfait, avec un regard d'une profonde bienveillance, cet être se présente comme un représentant des Elohim, un peuple extraterrestre venu sur Terre avec un message. Ce 13 décembre 1973, c'est Claude Vorillon qui se voit confier la charge immense de transmettre ce message au monde. Après ces quelques secondes suspendues dans l'impossible, l'humanoïde remonte dans son vaisseau avant que celui-ci ne disparaisse dans le ciel en un éclair. Et c'est ainsi que tout commença. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons au tristement célèbre Raël.
De son vrai nom Claude Vorillon, ce faux prophète et sinistre manipulateur a endoctriné des milliers de fidèles depuis les années 70 en se prétendant le messager des extraterrestres créateurs de l'humanité. Aujourd'hui, je vous parlerai de la naissance de son mouvement et des premiers scandales dont celui-ci fit rapidement l'objet. Le groupe occupe le centre de la clairière, dont l'herbe est jaunie par le soleil écrasant du mois d'août. Ils ne doivent être qu'une vingtaine, tous des hommes, sourires complices, embrassades chaleureuses, on dirait des amis d'enfance qui ne se seraient jamais quittés. Quelques minutes plus tard, pourtant, leur attitude a totalement changé. Debout, les paumes ouvertes au ciel et les yeux fermés, les hommes se sont mis à chanter, guidés par les notes de guitare de l'un d'entre eux. Vêtu d'un vêtement noir, proche d'une soutane, Claude Vorillon manie son instrument avec la sensibilité d'un professionnel, et lorsque les choristes s'arrêtent, c'est maintenant lui qui monopolise les regards. 5 hommes viennent se placer devant lui, les uns derrière les autres. Plus aucun doute n'est désormais possible, il ne s'agit pas des retrouvailles d'une bande d'amis, mais bien d'une cérémonie religieuse présidée par Claude Vorillon. Un à un, les hommes se présentent à lui, debout, les yeux fermés, le visage offert. Vorillon trempe ses mains dans un bol d'eau, puis pose sa main droite sur le front du fidèle et la gauche sur sa nuque, tout en fermant à son tour les yeux. Après quelques secondes, il les rouvre et dit dans un sourire au nouveau baptisé la phrase qui parachève le rite « Les Elohim t'ont reconnu. » En 1974, Claude Vorillon, 28 ans, affirme avoir découvert le sens de l'existence humaine et tente maintenant de le partager autour de lui. Depuis sa prétendue rencontre avec les extraterrestres, il a publié un livre intitulé « Le livre qui dit la vérité », dans lequel il révèle l'identité des Elohim. Ils sont un peuple doté de 25 000 ans d'avance sur l'humanité. Ils ont scientifiquement créé toute vie sur Terre dans d'immenses laboratoires futuristes. Ce ne sont pas des dieux, mais bien les membres d'une civilisation venue des confins de l'univers et qui détiennent la clé du secret le plus fascinant du monde, celui de la vie éternelle. Par la maîtrise du clonage, les Elohim ne connaissent plus la mort. Et ils souhaitent désormais partager leurs connaissances avec l'être humain par la voix de leurs nouveaux représentants sur Terre qu'ils ont choisi de rebaptiser Raël, soit le messager des Elohim. Si ce discours laisse un grand nombre d'observateurs sceptiques, pour ne pas dire moqueurs, il suscite tout de même un intérêt grandissant, ne serait-ce que par sa nature divertissante. Et cela constitue malheureusement déjà l'origine du succès rencontré par le mouvement raélien. Pendant les 30 années qui vont suivre, l'autoproclamé prophète des extraterrestres va bénéficier d'une couverture médiatique aussi généreuse qu'irresponsable. Dès mars 1974, il est par exemple invité sur le plateau télé de Jacques Chancel à une heure de très grande écoute. Aussi invraisemblable que cela paraisse, le journaliste de renom présente son récit comme un témoignage, invitant les téléspectateurs à se faire leur propre opinion. Le discours de Vorillon est parfaitement rodé. A posteriori, il est effrayant de voir à quel point l'imposteur se débrouille pour ne jamais pouvoir être contredit. Ses paroles démagogiques empruntent les enseignements les plus positifs des grandes religions monothéistes, si bien qu'il semble n'avoir jamais tort et toujours raison. Claude Vorillon crée donc de l'audimat et fait rire. Mais le problème immense que cela pose, c'est que si la majorité des téléspectateurs ne le prend pas au sérieux, la minorité de ces mêmes personnes constitue un nombre loin d'être négligeable. Beaucoup sont en fait séduits par la bienveillance, l'espérance et la joie affichée de cet homme qui se dit prophète. Bientôt, ils seront des centaines à rejoindre le mouvement, acceptant d'être baptisés par leur nouveau guide pour devenir officiellement raéliens. Petit à petit, les nouveaux fidèles abandonnent leur libre arbitre sans même s'en rendre compte.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. This episode is brought to you by Purina and their certified therapy dogs like Hanley. Say hi, Hanley! Hanley is one of 30 therapy dogs Purina has helped get certified to support kids struggling with their mental health. Purina employees are volunteering their time and family pets like Hanley to help make pet therapy more accessible to patients, students, and kids like me. Learn more about Purina's pet therapy program at purina.com/mentalhealth. This episode is brought to you by State Farm. You might say all kinds of stuff when things go wrong, but these are the words you really need to remember. Like a good neighbor, State Farm is there. They've got options to fit your unique insurance needs, meaning you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, and even reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there. L'ambiance est joyeuse et les spectateurs trépignent d'impatience comme chaque semaine sur le plateau de Ciel Montmardi, l'une des émissions phares de TF1. Ce soir du 11 octobre 1992 est particulièrement attendu, Raël, leader du mouvement désormais bien connu qui porte son nom, est l'invité de Christophe de Chavannes en direct à la télévision. Celui qui s'est déclaré prophète fêtera bientôt le 20e anniversaire de son mouvement, tandis que lui-même se rapproche de sa 50e année. Ses premières rides le rapprochent de la figure du sage, les cheveux qui résistent à sa calvitie sont coiffés dans un chignon, et comme si tout cela ne suffisait pas, il a fait le choix symbolique d'abandonner l'austère habit noir qu'il portait à ses débuts pour une sorte de combinaison blanche immaculée qui semble croiser tunique religieuse et tenue de cosmonaute. Son image publique maîtrisée explique alors une bonne partie de sa popularité. Depuis quelques années, de premières critiques à son égard ont pourtant vu le jour. Des rumeurs circulent au sujet de l'enseignement qu'il dispense à ses fidèles pendant les mystérieux stages qu'il organise. Il se dit notamment que la libération sexuelle occupe une part très importante de sa philosophie, et ce, jusque dans des extrémités gravissimes. Entre l'admiration et les moqueries dont la communauté fait l'objet, viennent s'ajouter des soupçons de dérive allant de l'objectivisation des femmes à la pédophilie. À l'époque, ces critiques restent encore néanmoins minoritaires, et c'est donc comme à son habitude décontracté, souriant, rieur même, que Raël se présente sous les applaudissements. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il est sur le point d'être pour la première fois directement confronté à l'un de ses contradicteurs, et pas n'importe lequel, John Paraga, un ancien de ses fidèles ayant quitté le mouvement et qui a lancé des actions judiciaires contre lui. Ce qui fait la force de ces images devenues cultes, c'est que le gourou ne s'attendait pas à la présence de son ancien disciple et n'a donc pas pu préparer ses réponses. La séquence est dérangeante, révoltante et poignante à la fois. Avec un mélange contenu de colère et de dégoût, des trémolos dans la voix, Paraga prend la salle à témoins, appelant Raël par son vrai nom, comme pour mieux lui montrer que son emprise est révolue. « Regarde-moi, Claude! Ose me regarder! Monsieur de Chavannes, je vous assure que cet homme est une crapule !» Menteur, manipulateur, criminel, tous les mots y passent. Et Paraga finit par corroborer les rumeurs de pédophilie, répétant à plusieurs reprises qu'il a fini par avoir peur pour ses propres enfants lors des fameux stages. Malgré ses tentatives mielleuses, hypocrites et malsaines de répondre, Claude Vorillon ne peut freiner la tempête. Dans les jours et les semaines qui suivent l'émission, le mouvement fait enfin l'objet de l'attention qu'il mérite par les autorités françaises, et 3 ans plus tard, en 1995, le gouvernement le classe officiellement comme une secte. Actant son échec en France, le faux prophète s'exile au Québec, et on le croit alors bon pour l'oubli. Mais en réalité, le messager des Elohim prépare une résurrection spectaculaire.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'expansion de la secte au niveau mondial avant qu'elle ne marque à jamais l'histoire en prétendant avoir créé le premier clone humain. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.